Hervé Bazin, Vipère au point, chapitre 10. 2 jours après, mieux que Jésus-Christ, Folcoche était ressuscité. Provisoirement du moins. Les hépatiques ont de ces sursis. Avoir un sursis, c'est-à-dire bénéficier d'un peu de temps en plus. Elle refusa la radio, l'algocholine-zizine, l'eau de Vichy et surtout les doléances. Pour ménager sa femme, notre père voulait décommander la réception annuelle. Elle s'y opposa. Mon suaire n'est pas encore filé, disait-elle. Le suaire, c'est le drap dans lequel on couche les morts. Donc tous les ans, la famille Réseau donne une grande réception, une grande fête. Bien qu'elle soit malade, Madame Réseau refuse d'annuler cette réception. Et la réception eut lieu. Madame Réseau, qui devenait de plus en plus économe, ne tenait cependant pas tellement à cette fête dispendieuse, c'est-à-dire onéreuse, très chère, qui réunissait tous les ans les 200 notables du coin, du pharmacien, celui-ci reçu de justesse, à la duchesse, celle-là traversant les groupes avec condescendance. Alors les notables, ce sont les personnalités importantes de la région. La condescendance, c'est une forme de mépris, regarder les gens de haut. Pour 6 000 francs, je rends d'un seul coup toutes les politesses, affirmait notre père. Et puis, ça pose. Ça pose signifie que ça impressionne. 6 000 francs. Avec cette somme-là, à l'époque, on habillait décemment une famille pendant 2 ans. 6 000 francs, le 6e de nos revenus environ. Une complication surgit. Malgré toute la bonne volonté du monde, ou plutôt malgré toute la mauvaise volonté du monde, Folcoche ne pouvait plus, comme les autres années, nous interdire de paraître à cette réception. Nous étions maintenant trop grands pour passer inaperçus. Mais nous n'avions pas de costume satisfaisant. À vrai dire, nous n'en avions pratiquement pas du tout. Culottes et chandails sortaient des mains de Fine. C'est-à-dire que c'est la domestique qui coud des vêtements aux enfants. À la dernière minute, Folcoche fit l'acquisition d'un complet, c'est-à-dire d'un costume. Je dis bien d'un complet, un seul. Nous avions, disait-elle, sensiblement la même taille, Cropette, qui tenait des Pluvignec, étant relativement plus grand que ses aînés. Chiffre s'habillera le premier et paraîtra pendant 1 heure. Ensuite, Brasse-Bouillon endossera le costume, qu'il refilera au bout d'1 heure également à Cropette. Personne ne s'en apercevra. L'économie est importante. D'autre part, ainsi séparés, vous serez moins tentés de faire quelques sottises et vous pourrez faire vos devoirs comme tous les autres jours. Votre heure de présente comptera en effet comme récréation. Cet arrangement déplut visiblement à M. Réseau, qui l'accepta de mauvaise grâce. Quant à l'abbé, il faut dire AB4 et plus brièvement B4, il en resta soufflé, c'est-à-dire tout à fait ébahi, muet d'indignation. J'avoue ne rien comprendre aux usages de cette maison, osa-t-il nous dire. Vous dépensez une somme considérable pour donner une fête et vous n'avez rien à vous mettre sur le dos. Nous ne sommes pas riches, monsieur l'abbé, répondis-je, et nous devons tenir notre rang au moindre frais. Tenir son rang signifie garder une position importante au sein de la société, mais à moindre frais, c'est-à-dire en économisant, sans trop dépenser d'argent. En sacrifiant le nécessaire au superflu? Qu'appelez-vous le nécessaire ? L'abbé s'enferra. D'ordinaire, dit-il, vous défendez moins chaudement la tribu. J'étais entièrement de son avis, mais il ne me venait pas à l'idée qu'il ait pu l'émettre sincèrement. Je n'y voyais qu'un piège pour me soutirer des plaintes qui, le soir, à l'examen de conscience, me seraient véhémentement reprochées. Véhémentement signifie violemment.
Donc vous voyez que le narrateur ici finit par se méfier de tout le monde, y compris de l'abbé qui a priori est sincère et est clairement indigné par cette situation. Il dit sacrifier le nécessaire au superflu, c'est-à-dire donner des fêtes, s'amuser, alors que le nécessaire n'est pas comblé, c'est-à-dire que l'on sacrifie les vêtements, la nourriture, tout ce qui permet d'avoir un quotidien correct. Cropette nous avait déjà joué le tour, c'est-à-dire que Cropette avait déjà trahi ses frères en révélant les moindres pensées de ceux-ci, en les dénonçant. Singuliers enfants, marmonna le séminariste. Le séminariste, c'est l'abbé. Puis, comprenant soudain, ah, j'y suis, vous me prenez aussi pour un ennemi, mon pauvre petit. Je n'aime pas la pitié, je déteste les pleurnicheries. Sous la main de B4, qui tentait de me caresser les cheveux, je rentrais la tête plus vivement que sous une taloche. Une taloche, c'est-à-dire un coup. Cropette écoutait, sans mot dire. La fête eut donc lieu sous la pâle présidence de Folcoche. Notre heure de récréation fut une corvée remarquable, pire que le grattage des allées. Faire le 4e au bridge, ramasser les balles de tennis, distribuer les baise-mains sur les nobles phalangettes de la comtesse de Soledo, douairière, ou de madame de Kervazec, galoper à la recherche de tel chauffeur, tenir la couverture du grand-oncle académicien, qui fit une brève apparition, telles furent nos distractions. Donc vous voyez qu'ils sont encore une fois traités ici en domestique, et que cette fête n'a rien d'une récréation pour les enfants. Les phalangettes, c'est tout simplement le bout des doigts, où se trouvent les ongles. Freddy, qui était tout de même un peu grand, et Cropette, qui était tout de même un peu petit, se trouvèrent désavantagés par le complet collectif. Bénéficiant de ma position centrale, j'apparus presque élégant. Madame Réseau s'en aperçut et me glissa dans l'oreille au passage « Descends tes bretelles ». Je n'en fis rien, mais elle trouva l'occasion de me coincer dans un couloir désert entre deux courses et opéra elle-même cette contre-amélioration. Papa, qui s'entretenait poliment avec Monsieur Ladour, le marchand de peaux de lapin, devenu le plus gros propriétaire de la province, hélas, me trouva godiche. « Tu ne vois pas que ton pantalon ressemble à un accordéon ? Remonte-le !» J'obtempérais, mais je la vis arriver, minaudant au bras de M. Kervazec. Minauder signifie faire des manières pour paraître agréable, mais c'est bien sûr complètement artificiel et hypocrite. Elle tenait debout par habitude. À la vue de mon pantalon correct, un peu de rose lui fut rendu. On venait de me confier une assiette de petits fours. Elle trouva le biais pratique. « Ne t'empiffre pas ainsi, mon garçon !» Je n'en avais pas mangé un seul, me contentant de les offrir aux invités. Mais le neveu du cardinal coupa dans le pont. Me retirant lui-même l'assiette des mains, paternellement, ce barbu de Kervazec me fit un cours mondain sur le péché de gourmandise. Un cours à l'usage d'enfants gâtés, où revenait sans cesse le mot vilain. Cette gronderie sucrée m'écœura. J'étais surtout vexée de paraître encore assez jeune pour la subir. Si mes 12 ans en paraissaient 10, j'avais la dureté des garçons de 14. Folcoche, qui devinait tout ce qui pouvait m'être désagréable, le comprit aussitôt. Elle reprit à son compte, non sans la vinaigrer, cette mièvrerie agaçante. « Allez, vilain, rentrez dans votre chambre et dites à votre frère Marcel que sa tante de Celle d'Ozelle l'attend pour marquer ses points au bésigue. » Le bésigue, c'est un jeu de cartes. Ce qui est mièvre, c'est ce qui est fade, sans saveur. Sursis pour les représailles. Le fiel de Folcoche se remit à brasser des cailloux. Le fiel, c'est-à-dire la haine.
Mais cette fois, Madame Réseau sentit venir la crise. Elle quitta le grand salon, encore plein de monde, sans donner l'alarme, et s'enfuit tout droit à l'armoire de pharmacie dont elle retira la seringue de Pravaz et une ampoule de morphine. 1 heure plus tard, nous la retrouvions sur son lit. Elle avait eu le courage d'enlever sa robe de lamé, de l'accrocher sur un cintre. Elle dormait, bien détendue, enroulée dans sa robe de chambre. Je fus étonnée de l'expression de son visage. Les traits de Folcoche, dans le sommeil, s'amollissaient. Le menton lui-même perdait de sa sécheresse. Oui, la vipère, tous yeux éteints, la vipère du pied du platane, une fois morte, manquait de métal. Papa, vous ne trouvez pas que maman ne se ressemble pas quand elle dort? Monsieur Réseau considéra sa femme quelques instants et me fit soudain cette étonnante réponse. C'est vrai qu'elle est mieux sans masque. Et il m'embrassa. Son inquiétude était moins vive que lors de la précédente crise. L'essentiel pour lui se nommait l'habitude. Toute nouveauté le trouvait sans défense. Mais cette rechute et les suivantes perdaient toute allure tragique. Mon père, qui avait fait la guerre, ne dut avoir peur que les premiers jours. Les hommes de son genre s'accoutument à tout, même à la mort, et surtout à la mort des autres, dès qu'elle fait partie de cette seule vie qu'ils sachent vivre, la vie courante. Mais encore une fois, Folcoche ne mourut point. Le lendemain, elle était sur pied, ses joues arboraient la nuance cadavre, mais son menton se promenait devant elle, plus menaçant que jamais. Sa bouche, entr'ouverte la veille, s'était pincée au maximum. Sa première victime fut l'abbé. J'ignore ce qui se passa dans la bibliothèque, mais il nous en revint tout penaud, les yeux rouges. Ce dernier détail me scandalisa. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui pleure? Je résumai mon opinion. Folcoche se tient mieux que ça. Oui, consentit mon frère, on ne peut pas dire qu'elle manque d'allure. Hier soir, elle n'a pas hésité à se piquer elle-même. Comme les scorpions qui vont mourir, fit remarquer Cropette, qui avait quelque chose à se faire pardonner. Tout beau! Il ne s'agissait point d'admirer Folcoche. Cette mauvaise pente nous eût conduit jusqu'où? Par bonheur, la répression continuait. Fine comparut, elle aussi, et se fit savonner la tête, au figuré, car au propre, la chose ne lui est jamais arrivée. Il paraît qu'elle avait tenu des propos subversifs, en finnois. Des propos subversifs, c'est-à-dire des propos agressifs qui marquent une rébellion, qui attaque. En finnois, vous savez qu'il s'agit d'un jeu de mots déjà utilisé, qui signifie en faisant des gestes, fine et sourde et muette. La pauvre fille vint me chercher dans la salle d'études. Le simulacre d'enfoncer une alliance traduisait Madame. 3 ou 4 crochets de l'index droit traduisait Vous demande. Une douzaine de chiquenaudes données à l'air, suivies d'un retour du pouce vers la poitrine, traduisait Moi, ce qu'elle m'a dit, je m'en moque. Alors un simulacre, c'est le fait de faire semblant. Des chiquenaudes, ce sont des légers coups donnés avec le doigt et qu'on replie contre le pouce. Enfin, le signe que vous connaissez déjà en forme d'applaudissement. Allons vite. Je me dirigeai vers la bibliothèque. Madame Mère faisait de la chaise longue de principe. Je veux dire qu'elle y était assise, les jambes formant une équerre parfaite avec le corps, et le dos indifférent au coussin. Le dos indifférent au coussin, c'est-à-dire que son dos ne repose pas sur les coussins. Elle me toisa. Toiser, c'est-à-dire regarder de la tête aux pieds. Tu t'es permis de me tenir tête hier soir, je crois bien. Je ne répondis pas. Elle souriait. Je vous assure qu'elle souriait. Folcoche avait à sa disposition une demi-douzaine de sourires différents. Celui-ci recouvrait son visage, comme le sirop enrobe le marron. Laissons cela. En principe, quand je te donne un ordre, rappelle-toi que ton père lui-même n'a pas le droit de le contredire. Je ne t'ai pas convoqué pour ce motif. Je veux savoir
ce que vous a dit exactement votre précepteur, qui lui s'est permis de vous tenir sur mon compte des propos inqualifiables. Ma paupière gauche battit. Oui, je sais aussi que son zèle est superflu. Votre grand-mère et mademoiselle Lyon ont fait bien mieux que lui. Le zèle, c'est-à-dire un empressement, une énergie que l'on met pour servir quelqu'un. C'est inexact, ma mère. Grand-mère ne parlait jamais de vous, et mademoiselle nous a toujours ordonné de prier pour vous le matin et le soir. Madame Réseau n'osa pas dire « ça me fait une belle jambe ». Mais par suite d'une silencieuse association d'idées, elle se caressa longuement le tibia. « Que disait donc l'abbé » insista-t-elle. Pas question de trahir le séminariste, déjà trahi d'ailleurs par Cropette. Pas question non plus de ramener ses propos à leur juste valeur. Ce curé-là n'avait rien dans le ventre, et tout compte fait, mieux valait qu'il fût expulsé de la Bellangerie. Pour cet office-là, ma mère, répondis-je calmement, vous avez Cropette. La gifle attendue, la gifle inévitable, claqua. Comment ? Je n'avais encore que 12 ans et je me permettais de ne plus conserver les formes de la terreur. Je me contentais de reculer d'un pas, sans me couvrir, comme Schiff, le spécialiste de l'esquive. Esquiver, c'est parvenir à éviter quelque chose. Cette attitude ne sembla pas déplaire à Folcoche, qui eût fait un excellent officier de corps franc. Un mélange d'inquiétude et de considération se lisait sur son visage. « Tu n'es pas encore le plus fort, mon garçon, » disait-elle posément. « Mais il faut avouer que tu ne manques pas d'un certain courage. Tu me détestes, je le sais. Pourtant, je vais te dire une chose. Il n'y a aucun de mes fils qui me ressemble plus que toi. Allez, fiche-moi le camp. » Ne vous y trompez pas. Une flèche venait de la traverser dans la région du cœur. Je me demande même si, avec de la diplomatie, je n'aurais pas pu... Mais non, nous étions installés sur nos rancunes, comme les fakirs sur leur lit de clous. L'abbé fut renvoyé. Un autre survint, B5 selon notre classification. Athanase Dupont pour l'état civil. Mais il ne tint que 8 jours et s'en fut claquant les portes. Avant de prendre le tortillard d'Angers, Athanase risqua une visite à la cure de Soledo pour mettre au courant le curé L'Étendard du scandale de notre éducation. Un tortillard, c'est un petit train. Mais les réseaux sont influents à l'archevêché. Leurs dons font vivre l'école libre. Leur nom est un symbole qui ne peut être affaibli par des vêtis de ce genre. Des vêtis, ce sont des choses sans importance. Le curé L'Étendard, malgré son nom, eut peur et se garda bien d'intervenir. Alors ici, l'étendard est un jeu de mots. On fait référence à un étendard, c'est un drapeau que l'on va porter pour défendre une cause, par exemple. Ici, l'étendard, le curé L'Étendard reste faible, justement, n'intervient pas parce que la famille Réseau donne de l'argent. Athanase, né dans la banlieue rouge de Trélazé, Athanase l'intrépide alerta directement l'archevêché qui prit l'affaire en main et délégua le recteur de Soledo. Je le vois encore arriver, rouge de confusion et les mains secouées par un commencement de paralysie agitante. Monsieur Réseau prit très mal la chose. « Et de quoi se mêle-t-on à l'archevêché ? Ma vie privée ne regarde pas monseigneur. » C'est que, monsieur, les derniers précepteurs appartenaient au clergé de ce diocèse. Monseigneur n'est pas satisfait de la manière un peu cavalière dont vous les avez renvoyés les uns après les autres. Cavalière signifie familière. Il est de notoriété publique, maintenant que vos enfants ne reçoivent pas... Dites que nous les martyrisons. C'est bon, monsieur le curé, je verrai monseigneur. Alors, il est de notoriété publique signifie il est connu de tous. Le recteur prit la tangente.
c'est-à-dire qu'il se tira d'affaire. L'archevêché me fait savoir également que l'indulte accordé à cette maison devient renouvelable. L'indulte, c'est un privilège. Mon père devint très blanc. L'indulte, remettre en question ce glorieux privilège, le supprimer peut-être, impossible, toute la gloire des réseaux, si pénibles au Kervazek, dont la chapelle particulière ne bénéficie pas de la même faveur, reposait sur ce droit d'entendre la messe à domicile, même le dimanche. Mon père fit un geste d'horreur. Ma femme a un caractère difficile, j'en conviens. Veuillez transmettre mes excuses à monseigneur. Désormais, je m'adresserai à des ordres réguliers. Ne serait-il pas préférable de mettre vos enfants au collège? Mais notre père leva les bras au ciel. Monsieur le curé, nos terres ne rapportent presque rien. Nos rentes, depuis la guerre, se sont effondrées, comme celles de tout le monde. Des rentes, ce sont des revenus. Je ne puis faire face à une triple pension. Il faut vous l'avouer, les réseaux sont devenus pauvres. Votre générosité, conclut le vieux prêtre, en transformant en accent circonflexe les 3 accents aigus de ce mot, votre générosité n'en a que plus de mérite. C'était un appel au portefeuille. Papa le comprit, tira son chéquier, fit don de 2000 francs aux œuvres du diocèse. Ainsi fut renouvelé l'indulte. Et renouvelé le précepteur. Oblat de Marie Immaculée, tuberculeux depuis sa dernière campagne dans l'Athabasca Mackenzie, le père Baptiste Vadeboncoeur nous arriva de Québec. Alors, l'Oblat, c'est un ordre religieux, on se consacre au service de la Vierge Marie. Madame Réseau, pour éviter la contagion, se contenta de lui assigner un couvert personnel. Donc cet homme est tuberculeux, donc c'est une maladie grave et contagieuse. Cet homme d'ailleurs toussait peu et très poliment, dans un immense mouchoir à carreaux, auquel 2 médailles étaient toujours attachées par une épingle à nourrice. Véritable poncif de piété, il émaillait son discours de clichés sacerdotaux. Alors, véritable poncif de piété, c'est-à-dire que c'est un exemple de piété, c'est quelqu'un de très pieux, c'est-à-dire un homme très croyant, très religieux. Des clichés, ce sont des idées toutes faites. Et sacerdotaux, ce sont les devoirs religieux. Le bienheureux Saint Joseph, le vénérable curé d'Ars, la très sainte Vierge, jamais Dieu, mais toujours le bon Dieu, jamais le pape, mais toujours notre très saint Père le pape. Au demeurant, un fort brave paysan qui ne sut point forcer notre confiance, mais nous divertit longtemps. Rompu à toutes sortes de sports, indispensables pour son ministère en pays glacial, il pouvait indifféremment pêcher le brochet à la carabine, grimper aux arbres, tricoter des chaussettes, scier du bois et marcoter les rosiers. Son latin était faible. Endurci aux rigueurs canadiennes, il trouva presque naturel nos gros sabots, nos cheveux tondus, les grattages d'allées, nos examens de conscience et le reste. Alors vous vous souvenez, un examen de conscience, c'est le fait d'avouer ses fautes. Tous les soirs, leurs enfants doivent avouer toutes leurs fautes aux prêtres et à leur mère. J'ai toujours pensé que son immense mouchoir, si souvent déplié, lui cachait une partie de la réalité. Vivement embauché par Folcoche, qui sut mettre à profit ses petits talents et lui imposer des travaux pratiques inattendus pour un précepteur, B6 profita des circonstances favorables. Les crises de notre mère devenaient en effet si fréquentes et si pénibles qu'elle dut provisoirement relâcher sa surveillance. Conclure avec nous une sorte de trêve tacite. Ce qui est tacite, c'est ce qui n'est pas officiel, ce qui n'est pas clairement dit. Une trêve, c'est le fait de faire la paix, mais bien sûr pas de façon définitive. Cacor conseillait l'ablation de la vésicule biliaire, mais par tous les moyens, Madame Réseau cherchait à éviter l'opération. L'idée de s'absenter pour 2 mois l'épouvantait. Que resterait-il de son empire lors de son retour? Depuis quelque temps, nous avions brusquement consenti à grandir, et notre mère, changeant d'avis, regardait avec inquiétude monter nos épaules. Déjà, celles de Freddy
parvenaient à la hauteur des siennes. J'arrête ici la lecture.